dans un grand réseau international, dont toutes les branches mènent droit à ce pauvre Québécois, Alexandre Bissonnette, qui, avec le reste des Québécois, qui ont décidé il y a 50 ans de se défaire de leur clergé catholique pour se donner une société et peut-être même un État laïque, sont maintenant les proies de manigance de ces deux États religieux du Moyen-Orient au service de la monarchie constitutionnelle religieuse anglicane du Canada. Lorsque j'ai entrepris de faire cette enquête, je me suis demandé par quel bout il serait préférable de commencer. En consultant ma collection d'articles de journaux qui ont été publiés quelques minutes après l'attentat, j'ai remarqué que le nom d'une personne revenait tout le temps. Un très bon choix, ce départ, car cette personne s'est révélée être le pivot central autour duquel Alexandre Bissonnette gravitait. Son témoignage est sensiblement le même dans tous les articles. Le voici. Agence QMI, Journal de Montréal. Éric Debroise le connaissait et a contacté les policiers après le drame pour les informer sur ses idéaux. Très à droite et ultranationaliste, suprémaciste blanc, explique-t-il. Éric Debroise avait rencontré Alexandre Bissonnette à quelques reprises dans les derniers mois, par l'intermédiaire du meilleur ami du présumé tireur de la mosquée. Bissonnette lui envoyait à l'occasion des commentaires politiques en message privé sur Facebook. Il s'était retiré et ne communiquait plus avec les gens depuis près d'un mois. Son meilleur ami ne réussissait plus à le rejoindre. Il aimait beaucoup Trump et avait un mécontentement permanent contre la gauche, ajoute-t-il. Un article de la presse maintenant. Au lendemain de l'attentat, lundi, Debroise disait se rendre compte qu'il avait eu affaire, sans le savoir, à un suprémaciste blanc, un pur raciste. Il n'aurait cependant jamais dressé ce constat avant la tragédie de dimanche. Il était petit et mince, très introverti, avec le regard fuyant. Il ne paraissait pas fort. Je n'ai jamais pensé qu'il était à risque de se radicaliser. Bon, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend pourquoi il est la première personne nommée dans les premiers articles après l'attentat. Éric Debroise le connaissait et a contacté les policiers après le drame. Contacté les policiers. Même le meilleur ami de Bissonnette a attendu d'être appelé par les policiers. Éric Debroise s'est rendu lui-même au poste de police dès la première annonce du nom du terroriste. Pourquoi? Pour les informer sur ses idéaux. Très à droite, ultranationaliste, suprémaciste. Autrement dit, pour être le premier à fournir un portrait de Bissonnette, pour les premiers articles des journalistes, qui sont bien ceux au poste de police, à attendre les informations. C'est pourtant le meilleur ami de Bissonnette qui peut faire un portrait crédible. Pas Debroise. Mais ce meilleur ami, jamais Debroise ne le nomme. Et jamais son nom sera dévoilé dans les journaux. Debroise dit lui-même qu'il n'a rencontré Bissonnette qu'à quelques reprises dans les derniers mois et plus du tout depuis un mois. Ça fait pas longtemps, ça. Mais il court au poste de police pour leur fournir un portrait du tueur. Wow! Et que dire de sa déclaration le lendemain? Debroise disait se rendre compte qu'il avait eu affaire, sans le savoir, à un suprémaciste blanc, un peu raciste. Il n'aurait cependant
jamais dressé ce constat avant la tragédie de dimanche? Sans le savoir? Alors comment peut-il prétendre avoir la compétence de faire son portrait à la police? Non, voyez-vous, quand j'ai lu ça, j'ai compris que j'avais là quelqu'un qui cherchait désespérément à sauver les meubles. Faire du damage control, comme disent les Anglais. Prendre contrôle de la situation et imposer le sens de l'événement. Puis il y a cette phrase de Debroise. « Je n'ai jamais pensé qu'il était à risque de se radicaliser. » Voulez-vous bien me dire par qui Alexandre Bissonnette peut se faire radicaliser lorsqu'il n'a qu'un seul ami et que cet ami est aussi l'ami de Debroise? C'est donc bien par ce Debroise qu'il faut débuter. À notre tour de lui faire son portrait. Fondé en 2016 à Québec, Aventis est un laboratoire d'expertise conseil spécialisé dans la gestion de la diversité culturelle et religieuse. Une compagnie privée, là. Conseil stratégique sur la gestion de la diversité. Gestion des accommodements religieux. Formation sur la réalité religieuse d'aujourd'hui. La réalité religieuse. Ouais. Rapport d'expertise. Oh, combien ça coûte? Analyse de politique publique. Wow! Médiation interculturelle. Oh, ils vont faire l'arbitre. Prévention du radicalisme. Ben oui, hein? Comment il a dit ça, Debroise, déjà? Je n'ai jamais pensé qu'il était à risque de se radicaliser. Il est ami avec le meilleur ami de Bissonnette et n'a jamais vu sa radicalisation. Mais il est directeur d'une agence de prévention du radicalisme. Wow! Coudon, il faut-tu qu'il soit marié à un terroriste pour pouvoir prévenir son attentat? Éric Yakov Debroise. Yakov, c'est juif. Quitte la France en 2008 pour venir étudier au Québec en sciences de l'information et communication à l'Université de Montréal. Sciences de l'information et communication. C'est un euphémisme technique pour remplacer bourrage de crâne ou manipulation de l'opinion ou endoctrinement. C'est dans ce cours qu'on forme ceux que les médias appellent les experts, les sociologues, les philosophes, toutes ces mêmes faces-là qu'on voit à la télé quand il y a un attentat, une élection ou une commission. Hein? Ceux qui radicalisent les autres, là, ils prennent le même cours que Debroise. Le même cours que ceux qui expliquent le radicalisme et prétendent pouvoir le prévenir. Éric Debroise signe Éric Debroise dans les journaux québécois et sur les couvertures de ses livres, mais il signe Éric Yakov Debroise dans le Israel Times, militant nationaliste radical pour l'État d'Israël, en France.
Yakov Debroise dissimule donc son identité juive aux Québécois. En 2013, il se joint à la juive Evelyne Abitbol, qui fut l'attaché de presse de Lucien Bouchard quand il était au Bloc québécois. Un attaché de presse, là, c'est aussi un vendeur d'opinions, mais qui vend ses opinions aux médias et pour le compte d'un parti politique ou d'un politicien. Le Parti québécois mandate Abitbol pour coordonner la prise en modèle de la campagne de la Charte de laïcité que prépare le Parti socialiste en France pour en faire une version québécoise. Pauline Marois, alors première ministre, a besoin d'une campagne de diversion en prévision du passage de la FTQ à la commission Charbonneau, prévue pour septembre 2013. Les écoutes électroniques dévoilent des rapports étroits entre son mari, Claude Blanchet, et Tony Accurso, membre de la mafia italienne dans la construction et grand argentier du Parti libéral. Eh oui, les partis se donnent des airs d'ennemis devant les gens, mais sont bons copains dans les coulisses. Mais une campagne a besoin de médias. Alors Marois fait un deal avec le proprio de Québécois Média, Pierre-Carl Péladeau. Et dès le mois de mars 2013, le premier ministre français, Jean-Marc Ayrault, débarque à Québec sous couvert d'une visite économique. Les deux chartes vont donc être développées en parallèle. Alors, quel deal Marois fait avec Pierre-Carl Péladeau pour qu'il accepte de mobiliser tout son empire médiatique pour sauver pourtant son pire ennemi, les syndicats de la FTQ? Comme son père, PKP est un patriote et demande donc en retour d'être intégré au Parti québécois. Il quitte donc son poste de directeur de Québécois et Marois le nomme, entre-temps, président du conseil d'administration d'Hydro-Québec. Marois fait aussi un deal avec Hélène Zakaïb, la présidente directrice générale des fonds régionaux du fonds FTQ, c'est-à-dire celle qui fut sous écoute électronique par la commission d'enquête. Marois la nomme entre-temps ministre délégué à la politique industrielle et à la Banque de développement économique du Québec. On voit même le syndicaliste Régent Parent, qui fut au conseil d'administration du fonds FTQ de 2004 à 2011, obtenir un blog au Journal de Montréal de PKP. Est-ce qu'il ira témoigner à la commission Charbonneau? Non. Mais il sera le tout premier intervenant à la commission sur la charte du PQ. Les groupes pro-charte sont donc créés, dont Vigilance laïque au Québec, créé par Éric Debroise, et qui est une copie du Vigilance laïque en France, créé en 2002 par les socialistes et disparu en 2010. Les groupes humanistes, financés par le juif Georges Soros et le Grand Orient de France, sont aussi mobilisés, ainsi que des groupes féministes. Alexandre Bissonnette avait aussi un lien j'aime vers un groupe féministe de l'Université Laval. Preuve qu'il n'était opposé qu'aux féministes qui défendaient les musulmanes, et donc les féministes opposés à la charte. Tous les groupes politiques favoris d'Alexandre Bissonnette sont remplis des féministes pro-charte les plus en vue, tels que Louise Mailloux, Jamila Benhabib, Caroline Fouret, pour ne nommer que celle-là, et même Georges Soros mettra à contribution ces fameuses fémènes. Mais alors,
pourquoi le Parti québécois fait-il appel à des membres des organisations juives pour préparer une campagne de charte de laïcité? La laïcité est la séparation de l'État et des institutions religieuses. Une telle séparation mettrait fin aux liens étroits entre l'État et les organisations juives et anglicanes, et donc la fin du financement public de leurs hôpitaux confessionnels. Alors pourquoi ces Juifs travaillent-ils contre leurs institutions? La réponse est en fait que leur rôle est de rassurer les communautés juives et anglicanes que si jamais cette charte voyait le jour, elle ne serait applicable qu'aux institutions islamiques et catholiques. On trouve même une photo sur le site du Conseil juif du Québec qui montre Jean-François Lisée, alors ministre des Affaires internationales, réaffirmer les liens du Québec avec l'État religieux d'Israël. Le responsable de la Charte des valeurs, Bernard Drainville, prépare donc un discours de campagne spécifiquement pour les Québécois et un autre discours pour les communautés religieuses, qui sera colporté par l'équipe multiconfessionnelle de la juive Evelyne Abitbol et Jean-François Lisée. La classe journalistique était bien sûr complice et n'a jamais dévoilé ce double discours aux Québécois. Même le Parti libéral ne l'a pas dénoncé. Permettez-moi donc de vous en présenter un exemple frappant dès maintenant. J'ai fait un choix d'extraits les plus pertinents d'une conférence de Bernard Drainville qui fait la promotion de sa Charte des valeurs en région devant une salle remplie de Québécois. Nous sommes le 3 décembre 2013, c'est-à-dire 3 mois avant le déclenchement des élections par Pauline Marois, prévu pour avril 2014. Vidéo. Qui se traduit donc dans le projet de loi 60, on crée un devoir de neutralité religieuse, un devoir de réserve et de neutralité religieuse pour le personnel de l'État pendant les heures de travail. Et ça, c'est extrêmement important, là. Le devoir de neutralité religieuse que l'on crée ne s'applique qu'aux personnes qui travaillent dans le service public au sens très large. Donc, on parle des personnes qui travaillent dans les ministères, les organismes, les écoles publiques, les hôpitaux, les cégeps, les universités, les municipalités et les garderies privées subventionnées ainsi que les CPE. Alors, pour toutes ces personnes qui travaillent donc dans toutes ces institutions, dans tous ces services publics, parapublics, péripublics dont je viens de vous parler, dorénavant, il y aurait un devoir de neutralité religieuse qui s'imposerait à ces personnes-là, pendant les heures de travail, encore une fois. Notez que le mot laïcité n'est pas présent dans le titre de la charte, et non plus dans les règles de la charte. Le mot laïcité n'est seulement utilisé que pour comparer la charte à d'autres chartes dans d'autres pays. Le PQ n'utilise pas laïcité, car le concept de neutralité est en contradiction avec le principe de laïcité. La laïcité étant la séparation entre l'État et les Églises, il n'existe donc pas de rapport qui exigerait une neutralité. Il n'y a besoin de neutralité que s'il y a un contact. Vidéo. On est dans le prolongement du devoir de neutralité politique qui existe déjà pour les fonctionnaires. Le devoir de neutralité politique, là, ça existe depuis très longtemps. C'est prévu dans la loi sur la fonction publique. Et la conséquence de ce devoir de neutralité politique, c'est l'interdiction d'afficher des signes politiques. Ça, c'est accepté. Il n'y a personne qui a remis en question le devoir de neutralité politique dans le débat, là. Avez-vous entendu quelqu'un dire que la neutralité politique n'était pas une bonne idée pour les fonctionnaires? Personne n'a dit que c'était une mauvaise idée. Tout le monde s'entend pour dire que c'est tout à fait normal. Pour justifier son principe de neutralité religieuse,
Bernard Drinville évoque la règle déjà existante de neutralité politique au sein de l'État et va même jusqu'à prétendre que c'est le même principe. Mais c'est faux, bien sûr, car s'il y a exigence de neutralité politique, c'est parce que l'État est un lieu politique et non pas un lieu religieux. Donc, pour un État, seule une neutralité politique est justifiée. Si une neutralité religieuse est nécessaire pour un État, alors c'est que cet État n'est pas laïque et qu'il y a des rapports avec des institutions religieuses. C'est exactement le cas avec l'hôpital juif de Montréal, l'hôpital anglican St. Mary's de Montréal et toutes les écoles religieuses subventionnées, c'est-à-dire des institutions religieuses de l'État du Québec. Et c'est pourquoi le mot « laïcité » n'apparaît nulle part dans les documents sur la charte et dans la charte elle-même. Bernard Drinville et son équipe utilisent le mot « laïcité » dans leur discours seulement, de manière hors contexte, afin de tromper les Québécois. Sous-entendre que c'est présent dans la charte. Poursuivons. Vidéo. Et dans le prolongement de cette neutralité politique, il y a l'obligation pour le fonctionnaire de garder pour lui ou garder pour elle ses convictions politiques. Tu ne peux pas afficher ton chandail, tu ne peux pas te promener avec un chandail pro-PQ, avec une casquette de la CAQ, un macaron du PLQ. Non. Tu es fonctionnaire, tu es neutre, ça inclut ton apparence. Drinville justifie son principe avec la neutralité politique, mais où sont les établissements publics péquistes? Où sont les établissements libéraux? Où sont les écoles solidaires et les hôpitaux caquistes? Voyez-vous l'arnaque de cette fausse charte de laïcité? Vidéo. Alors, on fait la même chose avec la neutralité religieuse. On crée le devoir de neutralité religieuse et on dit, comme pour la neutralité politique, ça s'applique à l'apparence. Ça doit être une neutralité de fait, mais une neutralité également d'apparence. On dit souvent qu'il doit y avoir justice et apparence de justice. Et là, on dit qu'il doit y avoir neutralité religieuse de l'État et apparence de neutralité également. Évidemment, c'est beaucoup plus large que la neutralité politique. La neutralité politique ne s'applique au service public. La neutralité religieuse que nous créons, elle s'applique à l'ensemble des personnes qui travaillent dans le service public au sens large. Bernard Drinville précise que la charte ne vise donc que les vêtements et non les institutions religieuses publiques, c'est-à-dire les institutions religieuses de l'État. Il précise même que ce n'est qu'une question d'apparence. Mais alors, le médecin anglican qui enlève le crucifix à son cou avant d'entrer à l'hôpital anglican St. Mary's, il pratique une neutralité envers qui au juste? Il est un anglican dans un établissement anglican. Enlever son crucifix ne rend pas l'hôpital moins anglican. Je dois dire déjà d'avance qu'il y a d'autres conceptions de la laïcité qui existent et elles sont tout à fait légitimes. Je le dis notamment à M. Singh et à d'autres personnes qui sont dans cette assistance. Je conçois très bien que vous ayez une autre conception de la laïcité de l'État. Je dis d'avance que c'est une conception que je respecte. Mais je vous demande en retour de respecter celle que nous proposons. C'est une proposition qui est légitime, qui est faite dans un cadre démocratique. Vous voyez, la laïcité, ce n'est plus la séparation entre l'État et les institutions religieuses. La laïcité, c'est ce que vous voulez que ça soit. C'est pourquoi c'est écrit nulle part dans la charte du PQ. À quoi sert un mot auquel on peut attribuer sa définition personnelle? À tromper. C'est la seule raison. Et enfin, vidéo. Bon, là, oubliez un peu ce qui est en dessous. Là. Vous aurez compris
quand le moment où on a déposé les orientations et le moment où on a déposé le projet de loi, il y a eu quelques ajustements. On s'était engagé à écouter les Québécois. On a dit, on va déposer d'abord les orientations. C'est pour ça qu'il est un peu ondulé, mon carton. Il s'est promené pas mal. C'est le carton que j'utilisais au début, là, quand j'ai déposé les orientations. Alors, on a déposé les orientations. On a dit aux Québécois, écrivez-nous, faites-nous savoir votre opinion sur ce que l'on propose. Et ça a été extraordinaire. Il y a eu 160 000 personnes différentes qui sont allées sur le site nosvaleurs.gouv.qc.ca. Il y a eu 26 000 commentaires. Et il y a beaucoup de ces commentaires-là qui portaient sur 3 choses, dont notamment la question du droit de retrait renouvelable. Il y a beaucoup de citoyens québécois qui nous ont dit « on n'aime pas cette idée-là ». On n'aime pas cette idée-là parce qu'elle risque de créer un régime, une laïcité à 2 vitesses. Alors, repensez-y. Et on y a repensé, on s'est engagé à écouter, on a écouté, et donc la clause de retrait renouvelable s'est transformée en clause de transition de 5 ans, non renouvelable. C'est pour ça que vous devez faire abstraction de ça en bas. Sur la charte est écrit que les institutions religieuses de l'État ont le droit d'obtenir un droit de retrait renouvelable. C'est-à-dire qu'après quelques années, l'institution remplit un formulaire et elle est à l'abri de la charte. Vous voyez le sérieux de cette charte? Après des milliers de plaintes des Québécois, Bernard Drainville nous dit que cette clause est retirée. Mais elle est toujours sur son carton parce que ça coûterait trop cher de coller une correction par-dessus, nous dit Drainville. Voici maintenant le discours d'Evelyne Abitbol devant les communautés immigrantes anglophones à Montréal en fin de campagne électorale, le 31 mars 2014, c'est-à-dire 3 mois après cette conférence de Drainville qu'on vient de voir, et seulement 7 jours avant la journée du vote. Vidéo. There is a clause for the hospitals who are clearly religious and who can say they have the character, the religious character, dimension, confessional dimension, un caractère continu, pardon, je me suis trompée dans un caractère continu de dimension confessionnelle, et ça s'applique pour l'hôpital juif et peut-être pour l'hôpital St. Mary's, I don't know if they are religious. To have another 5 years to apply and then the 5 years Peut-être on va laisser Mme Saint-Pierre répondre. La question est claire et je la pose depuis le début de toute cette histoire. Y aurait-il, oui ou non, des congédiements? On est incapable de mettre ce mot-là dans la bouche du Parti québécois. Et vous remarquez que Bernard Drainville n'est pas ici. Les syndicats sont vraiment mélangés là-dedans parce que les gens ont la sécurité d'emploi mur à mur. Moi, j'ai vu, puis je pose la question à Mme Abitbol, l'hôpital juif de Montréal. J'ai vu il y a 1 mois et demi, j'étais à l'hôpital juif de Montréal avec mon conjoint. Il y avait un médecin d'une 50aine d'années qui portait son signe religieux, une kippa. Est-ce que ce médecin-là, oui ou non, sera congédié? Eh bien non. L'hôpital juif peut prouver qu'il a un caractère... L'hôpital Jean Talon! Ben, il n'a pas un L'hôpital caractère Jean religieux. Talon! Il était à l'hôpital Jean Talon. Bon, est-ce qu'il sera congédié? Oui ou non? Oui, après 1 an. Et le médecin, on va congédier. 7 jours avant le vote, la représentante de la communauté juive au PQ déclare qu'il existe une nouvelle clause dans la Charte des valeurs pour les institutions publiques religieuses qui peuvent clairement démontrer qu'elles possèdent un caractère continu de dimension confessionnelle. Oh boy! Quand les politiciens se mettent à lancer des constructions pseudo-savantes comme ça, c'est parce qu'ils cherchent à tromper la population. Qu'est-ce qu'un caractère continu de dimension confessionnelle? C'est juste une façon bien compliquée de dire le mot « religieux ». Pourquoi faire ça?
pour enrober le mot religieux d'une saveur technique et donc scientifique. Rendre le mot religieux moins religieux. Essayons le discours d'Abitbol avec le mot religieux pour voir. Il existe une clause pour les institutions publiques religieuses qui peuvent clairement démontrer qu'elles sont religieuses. Ah, on voit maintenant le non-sens de sa déclaration. Elle sous-entend qu'il existe des institutions publiques qui se disent religieuses, mais qui ont besoin de le prouver à l'État. Et donc, l'État devra juger quelles religions sont vraies et quelles sont fausses. L'État expert en religion. Wow! Et ces bouffons osent utiliser le mot laïcité dans leur campagne. Et comme si ce n'était pas déjà assez démentiel, Abitbol déclare que l'hôpital juif de Montréal est religieux et est le seul qui n'a pas besoin de le prouver. Quelle autorité suprême a fait ce jugement? Abitbol ne le dit pas. Elle ajoute que peut-être l'hôpital anglican St. Mary's n'a pas besoin de le prouver. Voilà ce qui s'est dit dans le dos des Québécois, devant les communautés immigrantes et qu'aucun média québécois n'a diffusé. Ce qui est rassurant par contre, c'est la réaction de la salle. Ces gens comprennent qu'ils ont devant eux une démente. Evelyne Abitbol est toujours au Parti québécois et a été nommée conseillère spéciale du chef, Jean-François Lisée, pour la diversité au sein de l'équipe de l'aile parlementaire, visant à intensifier les rapports avec les différentes communautés et à poursuivre le dialogue avec elles pour mieux les représenter. Nommée pour représenter ces mêmes communautés qui se sont soulevées contre elle le 31 mars 2014, pour lui cracher leur indignation. On l'a vu, Evelyne Abitbol ne représente que la communauté juive et défend la communauté anglicane. Elle débute sa carrière politique au Bloc québécois en tant qu'attachée de presse de Lucien Bouchard, lui-même très proche de cette communauté par ses liens avec le Parti conservateur. Lucien Bouchard deviendra le protégé du premier ministre Brian Mulroney, deux gradués en sciences sociales de l'Université Laval, comme Bissonnette. Après la défaite du référendum de 1995, Lucien Bouchard, maintenant premier ministre du Québec, présente Evelyne Abitbol à son conseiller politique, Jean-François Lisée. En 2000, Yves Michaud décide de présenter sa candidature pour le Parti québécois dans une élection partielle dans la circonscription de Mercier. Or, la loge maçonnique juive B'nai B'rith ne veut pas de ce candidat et contacte le premier ministre Lucien Bouchard, lui demandant d'empêcher à Michaud de se présenter. Ouais, une institution religieuse qui demande à un premier ministre d'un État d'empêcher un candidat de se présenter. Ça veut dire interdire à la population de Mercier de voter pour quelqu'un. Wow! Pour plaire à cette institution religieuse, l'État québécois organise alors un procès appelé motion de censure, jamais utilisé avant, contre le citoyen, l'accusant d'avoir proféré des propos contre l'organisation religieuse. Tous les ministres vont se lever pour condamner Yves Michaud.
sans avoir même entendu les propos, et Michaud n'aura même pas aucun droit de se faire entendre. Voilà l'institution religieuse à laquelle Evelyn Abitbol défend le droit de retrait de la charte. Vous ne trouvez aucune critique de l'affaire Michaud par Evelyn Abitbol. Par contre, voici son discours de campagne lorsqu'elle-même se présentait sa candidature dans la circonscription d'Acadie, une région à 56% d'immigrants, pendant la campagne électorale d'avril 2014. Écoutez ça, dans le dos des Québécois. Mon principal objectif dans cette élection est de transmettre un message très clair aux 56% d'allophones qui habitent dans le comté de l'Acadie. Je veux leur faire comprendre que la Charte des valeurs proposée par le Parti québécois ne constitue pas une menace pour leur identité, mais au contraire est un outil juridique fondamental qui protégera celle-ci et qui empêchera que ces derniers soient ostracisés dans une société québécoise où sévit un racisme larvé à l'égard des immigrants. Evelyn Abitbol. J'ai trouvé cette citation d'Abitbol dans le Canadian Jewish News. Vous ne la trouverez pas dans les journaux québécois, bien sûr. La Charte est un outil juridique qui sert à protéger les communautés immigrantes et religieuses contre le racisme larvé de la société québécoise. Et maintenant, quelques scènes de notre prochain épisode. De retenir là, les grands principes. La laïcité, c'est-à-dire la neutralité de l'État. Moi, je considère que les Anglais qui sont restés parmi nous après la conquête, les Écossais, ceux qui sont venus des États-Unis dans la foulée de la Révolution américaine, les Irlandais qui sont venus chez nous, la communauté juive qui s'est installée très rapidement, ils ont tous contribué au patrimoine historique du Québec. Et leurs symboles ont le droit également à une aide financière quand les critères sont respectés. Puis, ici, je vois de tout le monde, de toutes les origines, de toutes les religions. Et quand j'entends les inclusifs à 200 personnes dire qu'ils incarnent être inclusif, qu'ils incarnent la diversité, j'ai envie de leur dire, venez nous voir, on incarne nous la diversité. Quand on pose une question, d'où viens-tu? De quelle religion es-tu? Qui es-tu? Je leur réponds souvent, eh bien ma communauté, c'est la communauté nationale. Et c'est grâce à vous que le Canada, aujourd'hui, que 50% des Canadiens aussi, voudraient une charte de la laïcité. Citoyens laïcs, ensemble! Citoyens laïcs, ensemble! Citoyens laïcs, ensemble! Allô? Écoutez, vous êtes mous. Laïcité, modernité, laïcité, modernité, éclairée, laïcité, éclairée.